Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme spécial. Avec 9 frontières et 35 km seulement des sorties sur l'océan, la République du Congo est appelée à nouer des rapports stratégiques avec ses voisins pour son développement. Parce que le commerce est ainsi un facteur de croissance pour un pays qui est relativement enclavé comme le nôtre. Heureusement, cette option de développer le commerce extérieur a été levée par le gouvernement qui en a fait d'ailleurs une des actions majeures de cette gouvernance. J'ai donc le plaisir aujourd'hui, dans le cadre de la redevabilité du gouvernement Samalou Condé, de recevoir le numéro 1 du commerce extérieur dans notre pays. Je voudrais donc avec plaisir inviter mon invité, Monsieur le ministre Jean-Lucien Mboussa, de venir me rejoindre sur ce plateau pour parler du commerce extérieur. Monsieur le ministre, je vous en prie. Monsieur le ministre, je suis heureux de vous recevoir sur ce plateau de la redevabilité et c'est un des aspects majeurs de la bonne gouvernance. Ceux qui agissent au nom de l'État, au nom du peuple, se doivent à un moment donné de nous rendre compte de cela. Votre secteur est un secteur clé, même si on ne voit pas ça immédiatement. Avec joie, donc, nous allons passer ce moment ensemble pour en parler un tout petit peu. Vous êtes quand même irrompu de ce secteur parce que ce n'est pas simplement une année que vous êtes à la tête de ce ministère. Alors vous allez aussi prendre les autres aspects du temps que vous avez passé à la tête de ce ministère. Vous arrivez à ce ministère, qu'est-ce que vous y trouvez? Qu'est-ce qu'il y a comme problématique majeure? Qu'est-ce qui vous est posé comme défi intellectuel, politique et stratégique? Merci d'abord pour l'initiative, mais aussi pour l'invitation. J'arrive à ces ministères, je me rappelle d'abord des missions qui me sont confiées. La promotion du commerce, les politiques commerciales du pays, veiller à la qualité de produits qui sont, passez-moi la tautologie, produits sur place dans le pays, mais aussi qui sont importés. Conduire des politiques en matière d'import-export et de transit. Voilà autant de missions qui nous sont confiées. Mais qu'est-ce que je trouve lorsque j'arrive au ministère du Commerce extérieur en termes de défis? Le premier des défis part de l'idée que le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. Plus le commerce est accéléré, plus le commerce est fluide et facilité, plus l'activité économique interne aussi est accélérée. Mais plus aussi l'approvisionnement intérieur, parce que les importations doivent être vues au sens du complément de l'offre intérieure. Et donc voilà, à partir de là, j'essaye de m'imaginer quelques défis qui se posent à moi. Les premiers défis, c'est celle relative à la réduction de la facture d'importation. Après une étude, on se rend compte que la facture d'importation de la RDC est très forte. Par contre, pour les produits pour lesquels la République démocratique du Congo est pourtant mieux dotée. Je prends le secteur des produits vivriers, ce qu'on appelle les produits de première nécessité, pour être plus complet. La facture est très élevée. Et pourtant, nos dotations en ressources naturelles nous permettent de pouvoir approvisionner les pays en ces produits. Et donc, la réflexion est de dire, mais quelles sont les mesures économiques qu'il faut prendre, les secteurs étant transversal, pour permettre de réduire, on peut dire, la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur, et donc, par conséquent, la facture de l'importation. Deuxième défi, mais les pays, tout le monde dit, mais les pays n'exportent pas suffisamment. Comment faire pour trouver des débouchés extérieurs et permettre d'élargir la base exportable? Et là aussi, ça nous renvoie à la production intérieure. La transversalité du secteur fait en sorte que je ne travaille pas seul. Je travaille avec les ministres du secteur porteurs de croissance économique. Et donc, mais en même temps, il y a aussi le défi de la qualité des produits. Les Congolais se posent des questions, mais les produits qui rentrent au Congo, sont-ils conformes à la norme? Oui ou non? Les produits qui ressortent de nos industries locales, sont-ils conformes à la norme? Oui ou non? Là aussi, c'est un défi qu'il fallait relever avec l'instrument que l'État a créé à cet effet depuis de longues années, l'Office congolais de contrôle. Voilà autant de défis que nous avons trouvés. Mais nous avons en même temps trouvé d'autres défis. Comment trouver des débouchés pour notre industrie? Mais en même temps, avant d'y arriver, il faut d'abord
s'assurer que notre industrie est compétitive pour faire la concurrence extérieure. Et donc, lorsqu'on analyse les phénomènes, on se rend compte qu'il y a des défis à relever là-dedans et que l'industrie nationale a besoin d'être protégée. Mais on trouve aussi d'autres défis au niveau des frontières. Les frontières avec les pays voisins, vous connaissez les cas des Lufou, où les dumpings étaient pratiqués au niveau de la frontière. La pratique des prix les plus bas qui créait beaucoup de problèmes et d'incertitudes à notre industrie. Il y a d'autres frontières, je peux les citer, Kasumbalesa. La fraude à l'import et à l'export est connue de tout le monde, était connue de tout le monde. Comment faire pour mettre fin à cette fraude? Vous avez aussi les frontières au niveau de l'Est, les Ruzizi première, Ruzizi deuxième, etc., avec le Burundi, où la balance commerciale entre le Burundi, dans les volumes de commerce, par exemple, entre le Burundi et la RDC est très faible. Mais aussi entre les autres pays, la question de savoir, mais est-ce que c'est simplement ça que nous exportons? Est-ce que ce n'est que ça que nous importons? Il se pose un vrai problème de l'informel qui a pris le dessus sur le formel. Comment formaliser? Donc voilà autant de défis que nous avons trouvés au niveau du commerce extérieur et pour lesquels nous sommes attelés à commencer à donner des réponses progressives mais efficaces. Alors évidemment, par rapport à des défis aussi majeurs, aussi structurants, vous avez développé une méthode d'approche que je peux appeler la méthode Boussa. Quelle est votre méthode d'approche? Comment vous abordez? Parce que ces questions ont toujours fait l'objet d'autres politiques publiques. Mais nous avons l'impression que vous avez voulu innover par rapport à l'approche. Quelle est l'approche que vous avez adoptée pour rencontrer ces défis? Pragmatique mais flexible à la fois. Alors, pragmatique, ça veut dire quoi? Je prends des cas. Je prends le cas des Lufou, où vous avez le sac de ciment qui se vend il y a quelques années à 4 $ là-bas. Mais entre-temps, à Kinshasa, c'est 12 $. Mais pendant ce temps, on a 4 industries qui fonctionnent, qui produisent, qui ont une capacité installée de plus de 3 200 000 tonnes l'an. Comment répondre à cette question? Lorsqu'on analyse les phénomènes, on se rend compte de deux choses. La première, c'est la fraude. Mais la deuxième, c'est la quête par le pays voisin des devises qu'on peut retrouver facilement sur le marché d'échange, comme on appelle parallèle. Alors que dans ces pays-là, le système d'échange est un système d'échange, comment on dit fermé. C'est un système d'échange dirigé, si je peux le dire ainsi. Donc l'accès à la devise n'est pas facile de l'autre côté. L'accès à la devise, c'est sur les marchés en République démocratique du Congo. Pragmatique. Donc, comment faire? Oui. Comment faire pour que les importations, ou plutôt les exportations de ces pays-là, ne puissent pas casser notre industrie qui venait de s'installer, PPC Barnett, Silou, etc., qui ont investi des milliards? Comment faire pour protéger ces industries-là? J'ai violé les règles de l'OMC, tout simplement. Au lieu de prendre les mesures de restriction, dans l'intérêt du pays, le président l'a dit un jour dans l'un de ses discours, le salut du peuple et la loi suprême. Et donc, j'ai décidé de prohiber les importations de ces produits. Ciment, barre de fer, sucre, boissons gazeuses à l'époque. Le résultat est clair aujourd'hui. Ce qui fait que les sorties des devises qui ont été, après une étude par nos experts angolais et congolais, les experts angolais et congolais, indiquaient qu'il y avait une sortie de plus ou moins 280 millions de dollars l'an. Nous avons, par ces mesures de prohibition, 1, réduit la sortie de devises à plus ou moins 20 millions de dollars. 2, permis à ce que les producteurs congolais puissent avoir la maîtrise du marché congolais. Et donc, par conséquent, on a protégé les emplois, on a protégé la contribution de ces industriels au produit intérieur brut, on a protégé, on a sécurisé la contribution de ces entreprises aux recettes publiques, mais en même temps, on a fait baisser les prix parce que 3 conditions étaient posées à ces industriels. La première, c'était la garantie de la qualité des produits. La deuxième, c'était la tendance baissière de leur prix pour nous mettre au niveau compétitif avec le pays voisin, ce qui n'était pas évident, mais en même temps, la rentrée dans les marchés à l'intérieur du pays. Il faut quitter Kinshasa, aller dans le Bandundu, le Grand Équateur, la province orientale, etc. etc. Rappelez-vous qu'à l'époque, les sacs de ciment dans les cassets, c'est 45 $. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, nous avons, par une méthode forte, pragmatique mais flexible, répondu à la problématique. Je prends le cas de Kasumbalesa.
aussi. Vous savez que Kasumbalé, ça est l'une de nos grandes frontières. Et on ne peut pas se permettre de systématiser la fraude et la contrebande dans ces secteurs, dans ces domaines-là. Et là aussi, avec les accords que nous avons eus avec mon homologue de la Zambie, où il était question de mutualiser nos efforts pour lutter contre les fractionnements de marchandises et la fraude qui était démise de l'autre côté, on a vu que les tendances se sont sérieusement améliorées. Mais les mesures que nous avons prises ont eu des conséquences assez importantes justement, pour l'économie sociale. J'ai parlé de l'approche Jean-Lucien Boussa parce que dans une économie libérale où l'économie du marché, la concurrence est garantie, vous avez pris des mesures un peu dirigistes, des mesures qui tendent en fait, à violer la loi du marché. Je vous pose la question parce que beaucoup d'étudiants peuvent faire des études sur cette période et considérer que est-il possible que la règle, je peux dire, l'orthodoxie économique ne soit pas forcément la voie indiquée pour diriger? C'est une question de choix. Oui. Nous sommes une économie libérale. Le principe au niveau du commerce, c'est le libre-échange. Oui. Mais les règles, aussi bien au niveau des organisations supranationales qu'au niveau sous-régional, mais aussi au niveau des États, imposent qu'un pays, bien qu'ayant signé des accords d'AES prévus, de libre-échange, a le pouvoir, au nom de la protection de son industrie, de prendre des mesures anti-dumping, de prendre des mesures de restriction temporaires, généralement c'est 4 ans renouvelables une seule fois, n'est-ce pas? Ça sont les règles de l'OMC qui s'imposent, y compris à la ZLECAF, au COMESA et à toutes les autres organisations sous-régionales. Donc le pays a le pouvoir, au regard des intérêts économiques qui sont les siens, de pouvoir prendre ces mesures-là. Et d'ailleurs, je veux dire, la règle, c'est le libre-échange. L'exception, c'est la protection. Je dois dire que ces thèses-là sont débattues. Il y en a qui pensent qu'il faut absolument protéger à tout vent, et d'autres estiment que non. La protection est plutôt l'exception, et moi je suis plutôt de ceux qui considèrent qu'à un moment donné, il faut une dose de protectionnisme pour permettre à vos économies de pouvoir se mettre au niveau des compétitivités, je dirais au niveau des compétitions, vis-à-vis de l'extérieur, lorsque le niveau de compétitivité par rapport à d'autres n'est pas atteint. Parmi les choses qui sont surprenantes dans votre secteur, c'est que vous nous avez des éléments qui combattent les idées reçues, notamment une idée persistante qui voudrait que le Congo, notre pays, n'exporte que les minéraux. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres choses que nous exportons, et vous avez pu formaliser cela. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu? Quels sont les autres produits, à part les minéraux, que nous exportons? J'espère que le tableau va nous aider à parcourir ces produits, mais ce que je peux affirmer avec force est que le Congo n'est pas qu'un pays importateur. Il est clair, notre volume du commerce par rapport à nos dotations en ressources n'est pas au niveau souhaité par nous tous. Il est aussi clair que le volume de nos exportations, n'est-ce pas, aurait dû être un peu plus important que ce que nous avons aujourd'hui. Il est aussi clair que nous ne devrions pas dépendre de certaines importations, le poulet, la viande, les poissons, les riz, les maniocs, plutôt le maïs, etc. Il est aussi clair qu'on ne pouvait pas avoir ces mêmes niveaux. Mais ce sont des problèmes structurels que nous avons connus dans le pays. Il y a presque 40 décennies. C'est une question de déficit des politiques économiques cohérentes que nous avons connues depuis des décennies, mais aussi des crises politico-militaires qui nous ont affaiblis. Et donc, on ne peut pas être ce pays-là qui a connu des décennies de crises politiques, des crises, mais surtout les années 90, 2000, qui ne peut pas ne pas avoir ce type de défis à relever. Cependant, on a une panoplie de produits que nous exportons. Vous avez des produits miniers, vous avez le bois que nous exportons. Ça, nous le savions. Oui. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que nous exportions même vers l'Afrique de l'Est. Bien sûr. Parce qu'on parle de produits miniers, on va à la Chine, destination finale. Ouais. Mais qu'il y a des produits, vous regardez les tableaux, je vois ici même
tellement de choses qui sont Les exportées. cacao que vous Des avez cacao que là-bas. nous exportons. Ouais. Et même des machines. Tout à fait. Hein, je pensais que nous n'avions rien ici à vendre à l'extérieur. Bon, Ce sont les produits de notre industrie locale. donc là, il faut distinguer deux types de produits. Oui, Il y a les produits d'origine congolaise. Oui. Vous avez les cacao, vous avez les VA, vous avez les cuivres, vous avez. Mais aussi, il y a des produits de l'industrie des transformations. oui. Vous avez des produits qui en sont importés pour participer à, pour être dans la chaîne de production industrielle que les pays voisins ont besoin, mais pour lesquels nos opérateurs économiques sont là pour pouvoir. Les offrir ça. Oui, Donc oui. les opérateurs économiques s'approprient ces genres de produits et ils peuvent les vendre Ils aux pays identifient les voisins. besoins, dans l'un ou l'autre pays, et je pense que ce n'est pas que sud-africain, c'est aussi congolais. D'accord. Et ils essaient de rentrer dans l'autre marché pour tirer les meilleures parties de ces marchés-là. Donc, mais c'est vrai, les défis restent entiers, et comme je disais tout à l'heure, nous devons plutôt, et le gouvernement s'y attelle, vraiment rentrer dans notre capacité à pouvoir transformer nos dotations. Les produits pour lesquels on a des avantages comparatifs élevés, nous devons les transformer sur place Et ne pas et améliorer, dépendre la panoplie de nos produits exportables. Alors, nous rentrons d'abord, on va parler tout à l'heure de l'exportation, même des importations, mais dans une des missions qui vous est dévolue dans le cahier des charges du ministère, il y a le contrôle de qualité et des quantités, et même une structure, vous l'avez dit vous-même, l'Office congolais des contrôles, qui existe pour ça. Mais laissez-moi vous dire que les Congolais doutent que les produits qu'ils consomment soient contrôlés par la qualité, parce que en réalité, nous voyons dans certaines surfaces, dans les marchés, tout ce qui est mis à la disposition des Congolais pour être consommé, même les produits pharmaceutiques, vous trouvez des produits périmés qui sont vendus, vous trouvez des produits de mauvaise qualité qui sont vendus. On se demande si la chaîne de contrôle existe bel et bien pour les produits consommés ici. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en une année, dans ce domaine-là? Ben, comme vous savez, comme il y a un adage le dit, nul n'est prophète chez soi. Mais nous, on a la conviction qu'on fait du bon travail. Et on le fait dans l'intérêt de nos populations, chaque fois qu'il y a des besoins. Alors, comment on peut répondre à cette question? Deux aspects. Oui. Le premier aspect, c'est l'investissement dans les outils de contrôle de qualité. Et là, je voudrais vous parler des laboratoires. Savez-vous que la plupart de nos laboratoires sont accrédités? Et que même certains pays voisins viennent se ressourcer en République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas citer ces pays-là, pour des raisons évidentes. Il y a des pays voisins qui viennent pour les contrôles de qualité. Contrôle de qualité de certains produits en République démocratique du Congo. Parce que la plupart de nos laboratoires sont accrédités. Et un effort est en train d'être fait dans ces domaines-là pour que davantage, plusieurs laboratoires soient accrédités. Deuxième élément par rapport aux laboratoires. Mais nous avons, en tant que ministre du Commerce, j'ai impulsé la dynamique d'investissement dans les laboratoires modernes. Et pas plus tard qu'il y a 3 mois, nous avons un laboratoire à Kolwezi qui a été complètement terminé, un laboratoire à Lubumbashi, un laboratoire à Goma. Nous avons 15 laboratoires qui existent déjà, mais qui ont été d'être équipés de manière moderne pour nous mettre à niveau. Donc, de ce côté-là, les Congolais doivent avoir l'assurance que nous avons, sur le plan technique, des outils qui nous permettent de pouvoir assurer la qualité des produits qui rentrent en République démocratique du Congo, mais aussi la qualité des produits, passez-moi la tautologie une fois de plus, qui sont produits par nos industries localement. Et là-dessus, par rapport à nos industriels, l'instruction est très claire au niveau de la tutelle par rapport à l'OCC. Contrôler la qualité du produit de tous ceux qui sont produits en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est la première grosse réponse. La deuxième, mais nous sommes assez radicaux sur la question de qualité. Pas plus tard qu'il y a, on peut dire 6 mois, 40 tonnes de tilapia ont été détruites. 40 tonnes de tilapia qui sont entrées par Kasumba Lessa. Et j'étais sur place, je revenais d'une mission en Zambie. J'ai trouvé qu'il y avait ces problèmes. Je suis allé sur le terrain et c'était implacable. On détruit ces produits parce que la vie, la santé de nos populations n'a pas de prix. Et c'est clair et net. Il faut poser la question. Et ce n'est pas le seul exemple. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, et j'ai encore les dossiers sur ma table. L'EPA m'a fait don à
à certains organismes en République démocratique du Congo de la farine, la farine des fromages. 140 containers de 20 pieds chaque. On a dit non. Les produits sont arrivés à Matadi alors que les délais d'expiration étaient très courts. Et si on laissait passer ces produits, la consommation va intervenir au moment où les produits sont expirés. Par anticipation, nous avons dit non à cela. Quelle qu'ait été la manière dont le PAM s'est expliqué ou écrit à tout le monde, je suis ministre responsable de mon département. Je prends mes décisions conformément à mes attributions, mais aussi conformément à ma responsabilité vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis du Premier ministre, mais aussi vis-à-vis des citoyens. Et donc, de ce côté-là, on ne s'amuse pas. Maintenant, il est possible, avec la contrebande, avec la fraude qui alimente l'informel, de nous retrouver avec certains produits qui n'ont pas été contrôlés. L'OCC à la frontière ne contrôle que ce qui rentre par la voie officielle. Ce qui rentre à minuit, 2 heures du matin, comment l'OCC pourrait-il faire ce travail-là? Donc, de ce côté-là, je voudrais assurer la population que l'un de notre combat important à la tête du ministère du Commerce, c'est de veiller à la qualité des produits. Mais je voudrais terminer. Mais la qualité des produits dans un pays, c'est un élément de compétitivité de votre économie. Vous pouvez produire autant que vous voulez. Mais si ce n'est pas... Mais si ce n'est pas des produits normés, si ce n'est pas des produits de qualité, vous n'êtes pas compétitif vis-à-vis des autres pays voisins ou des autres pays avec lesquels vous commercez. Donc ce n'est pas une question aussi simple qu'on peut l'imaginer, c'est une question au cœur de mon action en tant que ministre du Commerce extérieur. Évidemment, par rapport à la norme, comment vous avez fait avancer non seulement la norme elle-même, mais sa vulgarisation et surtout sa prise en compte par justement les producteurs parce que la qualité doit être garantie? Non, mais vous savez que les producteurs sont bien informés, hein, et l'OCC a ce travail pédagogique qu'il fait, pour que chaque producteur sait que oui, je vais bien produire, mais à la fin, il y a un contrôle de normes, il y aura un contrôle de qualité. Donc, je n'ai pas besoin de me permettre n'importe quoi. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois aussi, nous sommes descendus avec mon collègue de l'économie pour aller visiter les usines de panification, pour nous assurer qu'ils sont conformes à la norme, qualité, poids. Et ça, c'est aussi important, c'est un travail que nous faisons. Et donc, de ce point de vue, une fois de plus, je voudrais vous assurer, Willy, que ce travail est fait avec mais aussi avec beaucoup de responsabilités. Nous suivons l'actualité et chaque jour, nous entendons que le Congo a signé un accord, le Congo est maintenant dans telle ou telle organisation. Il y a tellement de signatures ces derniers temps que l'on se demande toutes ces adhésions à la ZLECAf, à l'ESC, récemment, à beaucoup de zones d'influence économique, obéissent à quelle philosophie? Quel est le focus sur lequel le gouvernement se base pour adhérer? Ce n'est pas, j'espère, un effet de mode. Pas du tout. Ou alors le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. Et la croissance économique a un effet multiplicateur sur la création des emplois, naturellement c'est de la création de la richesse, sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens, etc. Et je disais tout à l'heure, plus le commerce est accéléré, mieux la production intérieure aussi s'accroît. Plus le commerce est diversifié, mieux l'économie aussi se diversifie. Je ne dis pas que l'un passe avant l'autre. Non, les deux se jouent de manière, séquencée, mais bon, ensemble. Et donc, nous avons intérêt à nous doter des politiques, y compris avec les pays avec lesquels nous commerçons, les pays voisins d'abord. C'est depuis des temps immémoriaux que nous commerçons avec tous les 9 pays voisins. On n'a pas eu besoin d'un accord. Maintenant, avec ces pays, il y a quelquefois des soucis. Mais aussi, je préfère commencer par la volonté. Avec ces pays, on a aussi la volonté de développer des chaînes de valeur, de développer nos relations économiques en termes d'investissement et d'e-commerce qui profitent aux peuples respectifs. On peut mutualiser aussi notre vision de ces points de vue-là.
Et donc, des fois, on a des accords d'investissement, accords de promotion d'investissement, l'accord sur la non-double taxation, etc. Et donc, on a besoin d'avoir des relations commerciales qui nous permettent de fluidifier les commerces, mais aussi de faciliter les transactions commerciales parce qu'il y a un lien avec la croissance économique. Et donc, nous ne pouvons pas nous enfermer, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Deuxièmement, je vais juste terminer. Donc, de temps en temps, vous voyez que nous avons des accords commerciaux bilatéraux. Comment un pays qui a 9 voisins, qui n'ont pas une économie arrimée sur les mêmes bases, ne peut-il pas, signer des accords commerciaux avec les différents pays? Je prends quelques cas d'accords commerciaux que nous avons signés. Avec la Zambie. La Zambie est un pays, du point de vue commercial, très stratégique pour la République démocratique du Congo. Savez-vous que nos recettes publiques dépendent de près de 70% des produits miniers et que les produits miniers, à l'exportation, passent principalement par la Zambie. Avec ces pays, vous devez avoir des relations commerciales privilégiées, mais pas sans accord. Il faut qu'il y ait des accords clairs pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. C'est stratégique. Deuxièmement, s'il te plaît, mais l'approvisionnement du pays dans le sud, dans la partie sud du pays jusqu'au niveau, à la partie centre du pays, en carburant par exemple, et en d'autres produits, en d'autres intrants, mais passe aussi par ces pays-là. Il faut avoir des garanties réciproques, qu'il n'y ait pas d'obstacle au passage des marchandises qui transitent par ces pays-là. Et enfin, j'ai parlé de la contrebande tout à l'heure. J'ai parlé de la fraude à l'import et à l'export tout à l'heure. Mais si vous n'avez pas mutualisé les efforts pour lutter contre la fraude et la contrebande, mais vous aurez, dans un pays, pris des mesures en vain. Voilà pourquoi certains accords peuvent s'expliquer. Nous pouvons le comprendre dans cette optique-là. Mais là où il y a des inquiétudes, c'est que la plupart de ces structures sous-régionales, parfois, elles prônent la levée des barrières douanières, la circulation des biens, etc. et tout ça. C'est là où on a une inquiétude, parce que si nous levons les barrières douanières, alors que nous savons très bien que nos ressources les plus importantes viennent justement des droits à l'importation et à l'exportation, comment comprendre l'intégration dans ces structures en même temps que nous avons une économie qui ne s'est pas encore totalement préparée à subir le choc de cette concurrence? Encore un autre adage. Attendre d'agir avant d'avoir toute la lumière, c'est se condamner dans l'inaction. Et l'inaction tue. Alors, qu'est-ce que je dis par là? Imaginez-vous que tous les pays voisins se sont donné des préférences sur le plan des tarifs douaniers. Tous les pays voisins se sont donné des préférences sur le plan des obstacles non tarifés. Ça veut dire que si l'Ouganda, un citoyen ougandais, un homme d'affaires ougandais, veut aller vendre ou acheter, je vais dire, en Zambie ou en Angola, il n'y a pas de visa. C'est un exemple que je donne. OK? Il n'y a pas de visa. Mais s'il doit venir acheter ou vendre au Congo, il y a la procédure il doit bénéficier d'un visa. La différence entre les deux pays, c'est lequel? Est-ce que l'opérateur économique qui considère que c'est un obstacle, ça me prend 2 jours, ça me prend 1 mois, préférerait aller là où ça ne lui prend pas un seul jour? Il fera la même chose. Il va réaliser ses bénéfices. Mais les pays qui conditionnent cela à beaucoup d'autres dispositions administratives n'est pas un pays qui roule vite. L'activité commerciale est ralentie et par ricochet, son activité économique. Donc, je pense plutôt que nous devions profiter de toute cette tendance, cette évolution récente sur la libéralisation des échanges commerciaux. Autre exemple, le coût de production, le coût des facteurs de production. Imaginez-vous que tous les autres pays voisins ont des préférences commerciales sur, par exemple, les importations des intrants agricoles, pêche, élevage, etc. Et que nous, on n'est pas dans la préférence.
C'est-à-dire que les principes de réciprocité imposent qu'on va être taxé. Conséquence, le coût de production qui utilise les intrants que les autres aussi ont pour leur industrie, ces intrants vont coûter moins cher dans ce pays-là qu'en République démocratique du Congo. Mais vous serez étonné de dire, mais comment les ciments congolais, ils coûtent plus cher que les ciments angolais, que les ciments du Congo-Brazzaville? Non, on ne peut pas se les permettre. Nous devons être compétitifs. Et je pense que de ce point de vue, nous avons besoin d'harmoniser aussi bien nos politiques fiscales que nos politiques commerciales. Et c'est ça l'intérêt de ces accords que nous sommes en train de signer, c'est ça l'intérêt de notre participation à ces organisations sous-régionales, y compris à la ZLECAf. La République démocratique du Congo ne peut pas se donner le luxe de devenir un obstacle contre lui-même. Ce n'est pas possible. Il faut donc libéraliser, il faut donc ouvrir. Tout à fait. Alors, malgré les ressources immenses que nous avons, ne pouvons-nous pas créer une économie qui soit moins dépendante de l'extérieur? Tout à fait. Alors, pourquoi ne le faisons pas? Mais non, donc j'ai dit que nous sommes un pays, comme tout le monde le sait d'ailleurs, doté de produits pour lesquels on a des avantages comparatifs immenses. Mais aujourd'hui, il faut mettre les avantages comparatifs aux côtés des avantages compétitifs. Les pays qui vont plus vite sont ceux qui ont des avantages compétitifs le plus forts que les pays qui ont des avantages comparatifs le plus importants, mais qui n'ont pas d'avantages compétitifs plus forts. Et donc, puisque le gouvernement le sait, voilà pourquoi le chef de l'État lui-même s'occupe de la problématique du climat des affaires. Il faut améliorer le climat des affaires. Ça s'améliore de plus en plus. Il faut une fiscalité compétitive, à la limite, au niveau des fiscalités des pays avec lesquels nous commerçons. Nous avons les mêmes structures économiques, etc. Et donc, là-dessus, mon collègue des Finances a pris quelques mesures il y a quelques temps de suppression de la TVA si c'est un produit, etc., etc. Voilà où nous devons aller. Mais en même temps, il est sur les chantiers, c'est lui-même qui va parler de ça, il est sur les chantiers des réformes fiscales. Donc, nous devons avoir une panoplie de politiques à la fois au niveau commercial, au niveau fiscal, mais au niveau de la production intérieure pour nous permettre d'être ces pays qui n'est pas simplement dotés en ressources naturelles, mais aussi dotés en avantages compétitifs, qui permet, avec des politiques fiscales adéquates et des politiques commerciales adéquates, de pouvoir véritablement transformer ces potentialités en véritable richesse. Pas plus tard, au mois de juin 2021, j'ai présenté au Conseil des ministres des mesures économiques urgentes. Mais le focus, c'était quoi? La production intérieure, la transformation de nos matières premières sur place. Ainsi, nous allons créer de la valeur ajoutée. C'est possible et le gouvernement s'y attelle. Évidemment, vous étiez il y a quelques semaines à Dubaï pour l'Expo 2020. Encore une fois, je voudrais très rapidement que vous puissiez nous dire quel a été le gain que la République démocratique du Congo a tiré de ces assises où il y a quand même eu une très forte délégation, d'ailleurs représentée au plus haut niveau de la République. Cette question me permet quand même de pouvoir dire pourquoi nous devons aller participer à ces expos, à ces foires, etc. L'une des missions du ministère du Commerce extérieur, c'est d'identifier des débouchés extérieurs pour l'industrie locale. Avec la nouvelle dynamique des politiques en matière de commerce extérieur, le pays X peut constater qu'il importe tout le temps, je donne un exemple, du maïs congolais. Mais il dit, mais le coût des transports, c'est vrai, le maïs congolais, mais moi j'ai besoin du maïs. Stratégiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais investir en République démocratique du Congo dans la production du produit pour lequel je suis en déficit interne et me permettre donc de répondre à cette question de façon sécurisée. Et donc, puisque l'une de mes missions est de pouvoir trouver de nouveaux débouchés pour notre industrie, c'est à l'occasion des foires et des expos en Afrique ou à l'international que ceci
est possible. Et donc, nous étions à l'Expo Dubaï, il y avait une thématique. La thématique RDC, c'était les opportunités. Et nous sommes allés présenter les opportunités diverses de la République démocratique du Congo. Notre pavillon a été coté le 2e, mais il a reçu autant de visiteurs. Nous avons eu des rendez-vous des gens, des hommes d'affaires qui viennent déjà au Congo et qui ont promis d'être au Congo pour aller soit dans les secteurs miniers, soit dans les secteurs forestiers, dans les secteurs agricoles, dans le secteur de la pêche, dans l'industrie. Mon collègue de l'industrie a présenté un plan directeur de l'industrialisation. Et moi, en tant que ministre du Commerce, mon rôle lorsque je me déplace, c'est d'aller faire le marketing du pays en présentant les différentes opportunités, les différentes avancées dans tous les secteurs productifs. Et donc, pour parler de l'Expo Dubaï, j'en profite pour dire que nous avons été cotés le 2e meilleur pavillon sur 192 pays. Et nous avons été cotés comme premier pays, meilleur pays avec la meilleure journée nationale. Mais l'attrait des investissements a été fait. Mais en sus de cela, puisqu'on ne pouvait pas rater l'occasion lorsque nous sommes allés donc, à Dubaï, à mon initiative, nous nous sommes convenus avec le ministre émirati du Commerce extérieur pour que nous puissions organiser le forum d'affaires, où les ministres sectoriels, on était plus ou moins 8, mais aussi la FEC s'est déplacée, pour que nous puissions dire ce que nous avions comme opportunité et de nous indiquer ce qu'ils avaient comme capacité. Mais avec nos opérateurs économiques réunis. Il y a eu des réunions B2B qui ont permis aux uns et aux autres de nouer des accords. Et donc, pour nous, les retombées sont positives et notre participation a été à la hauteur de notre responsabilité. Le chef d'État lui-même doit être félicité à cet effet parce qu'il avait pris la question à bras-le-corps. Évidemment, nous allons progresser vers la fin de cet entretien. Quand vous regardez l'année qui vient de s'écouler, quelle est l'action clé dont vous êtes les plus fiers? Quand vous dites, voilà, j'ai été quand même à ce ministère, pour avoir fait ça, je me dois quand même des félicitations à moi-même. Mais c'est quelle action? Une panoplie d'actions. Oui. La première, bon, je ne hiérarchise pas, hein, la mise en place effective de l'Agence nationale de promotion d'exportation. L'ANAPEX. C'est un établissement public qui vient répondre à une question qui n'a jamais été résolue. Quelles sont les politiques structurelles en matière d'exportation? Deuxième élément, le fait d'avoir protégé les compatriotes par rapport à la qualité des produits qui rentrent et qui sont produits en République démocratique du Congo. Je l'ai indiqué tout à l'heure, la construction des laboratoires, la destruction des marchandises qui sont considérées comme étant impropres à la consommation. Ça, je peux le dire. Troisième élément, les mesures de restriction des importations pour protéger les cimentiers, les brassicoles, les producteurs de barres de fer, mais aussi la perspective. Ça aussi, ça va être fait. La pharmaquina doit être protégée. Nous sommes en train de réguler la vente et l'exportation des mitrailles. Donc là aussi, c'est une question importante. Quatrième élément sur lequel je suis fier, c'est la première fois que dans ce pays, que l'on puisse construire des infrastructures modernes au niveau des frontières. Vous avez à Ruzizi Premier une frontière impeccable, construite de manière moderne et répondant à la norme internationale. Vous aurez à Bunagana aussi, une autre frontière. Il y en a 3, n'est-ce pas? Et donc, c'est des infrastructures importantes qui permettent finalement de réduire la fraude à l'import et à l'export, de faciliter les commerces, de fluidifier les commerces, mais aussi d'assurer la meilleure saisie de recettes douanières. Autant des choses que nous avons faites, mais on ne va pas les énumérer toutes ici. Alors, qu'est-ce qui n'est pas encore fait, la chose sur laquelle vous êtes vraiment concentré et vous espérez vraiment que vous aurez la possibilité de la réaliser? Je suis très préoccupé par la foire internationale de Kinshasa. La FIKIN. Très préoccupé. Parce que c'est un outil important sur le plan économique. C'est le lieu où nous faisons la promotion de nos produits. C'est le lieu où, dans son aspect loisir, des millions d'enfants congolais peuvent aussi trouver leur compte. Vous savez que la ville de Kinshasa n'a pas un seul endroit de loisirs
qui peut prendre des milliers, des centaines de milliers de personnes. Ça n'existait pas. Et nous avons besoin des projets que nous avons, et ça c'est le chef de l'État lui-même qui m'a instruit à cet effet, le Conseil des ministres l'a adopté depuis, c'est la modernisation de la foire, l'arrimer au niveau international. Et donc là-dessus, les consultations sont en train d'être faites, les contacts sont en train d'être faits avec les différents partenaires pour nous permettre finalement de pouvoir avoir une foire digne de ce qu'on peut avoir là-dedans, ces 4 compartiments. Le côté festif, le côté expo, le côté centre de conférence, le côté mall, mais en tout cas de manière intégrée pour que cet outil-là soit véritablement l'un des outils qui promeuvent le développement économique du pays. Quand vous regardez, nous allons terminer par là, quand vous regardez les mesures prises pour améliorer nos importations et les mesures prises pour améliorer nos exportations, votre puissance, votre force se penche de quel côté? Non, les deux à la fois. Parce que je sais ce que nous dépensons en important les biens. Je sais que ce que le pays sort, pas le pays, ce n'est pas l'État, c'est le citoyen du pays, l'État lui-même. Ce que nous dépensons pour acheter à l'extérieur, c'est 8 milliards de dollars américains l'an. Plus ou moins. La réflexion est simple, mais qu'est-ce qui est dans les 8 millions de dollars? Ce qui se trouve dans les 8 millions de dollars... 8 milliards. 8 milliards, pardon, excusez-moi. C'est 8 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces 8 milliards de dollars? À l'intérieur, on trouve quoi? Et qu'on soit capable de pouvoir produire localement. C'est là la grande question. On trouve les produits de première nécessité. Viande, poisson, etc. On trouve les produits pharmaceutiques, plus ou moins 500 millions de dollars. Et donc, on est à plus de 2,5 milliards de dollars sur les produits pour lesquels nous avons des dotations naturelles, nous avons des avantages comparatifs face à d'autres pays. Et là, c'est ma problématique. Et c'est pour cette raison que je suis toujours en relation avec mon collègue de l'agriculture, et je les soutiens toujours. Mon collègue de la pêche et de l'élevage, je soutiens toujours. Je suis en relation avec mon collègue de l'industrie, du tourisme, parce que l'industrie touristique n'est pas moindre non plus, avec tous les collègues du secteur productif, le soutenant pour que nous puissions y aller alors, le plus vite possible. Mais je suis toujours en relation avec mon collègue des finances pour dire, cher ami, mais les politiques fiscales, il faut qu'elles soient alignées au niveau sous-régional, au niveau régional, de sorte que nos industriels ne puissent pas avoir beaucoup de difficultés en termes de coûts de production et que la RDC devienne, je veux dire, un pays où on a envie d'investir, de laisser son argent. Et donc, nous avons des assignations du gouvernement aussi là-dessus. Et donc, voilà, donc je m'appuie sur ce côté-là. Pourquoi? Parce que, à la fois, les côtés réduction de la facture d'importation, que les côtés promotion, donc réduction de la facture d'importation, voulais-je dire, et promotion d'exportation, ça nous renvoie tous les deux aspects vers la production intérieure, la transformation de nos produits à l'intérieur et la diversification de notre économie. Monsieur le ministre, évidemment, les termes sont ce qu'ils sont. Le commerce extérieur, c'est quand même un secteur suffisamment élitiste, mais la vie au quotidien, c'est pour tout le monde. Alors, vous allez vous résumer en lingala. Ceux qui nous ont suivis ce soir, peut-être qu'ils ont dit, mais il y a trop de termes français, on ne comprend plus rien. Bon, mais en termes clairs, ministre Alobi Nini, qu'est-ce qu'il a dit pour que moi, là où je suis, je puisse sentir que quelque chose s'est fait dans ce secteur-là pour moi, le peuple. En lingala, mukekak. Nakoloba makambo mibale. Ok. Ya liboso eza mibeko nazwaki na ndenge te ciment ya libanda ekotawa te. Bière ekotawa te na Congo. Barre de fer pe ekota te. Mpo na nini? Mpo tozali na bausine na biso oyo esalaka bière, oyo esalaka basucré. Toza na bausine na biso oyo eza kosala ciment, oyo eza kosala babarre de fer. Mpo na nini tozwa ya libanda? Kasi nayebisi baindustriel lokola gouvernement azobatela bino apekisi biloko ya libanda ekota na domaine na bino, bino bosalisa biso tobatela peuple.
nalingi talo ya ciment ekita, nalingi talo ya barre de fer ekita, nalingi talo ya masanga pe ekita. Bien sûr makambo talo eza makambo ministre économie, mais na poser ma condition nalingi pe biloko bozo oya bino bozo sana kati ya mboka qualité nango eza malamu pour population na biso alia biloko pamba pamba te, amena masanga ezanga tina te, aza na ciment oyo kobuka banda kote. Et mibeko tozwaki wana eza na mbano mingi. Mbano liboso ezali ezobatela misala ya bandeko oyo baosala baizini wana nyonso tu. Lelo oyo esengo eza makasi po misala etikala kokufa te na baizini wana po na mibeko tozwaki. Biloko pe oyo napekisaki ezozanga lisusu te. Ekomokende même tina ba province. Kala saki ya ciment ezalaki na ba $45 na province. Lelo saki ya ciment ekomi nango na ba $15, ba $13. Talo quand même ekiti au bénéfice de la population. Il y a liboso yango wana. Ya mibale eza likambo etali biloko ezokota na kati ya mboka. Biloko ya qualité to ya qualité te ezokota na kati ya mboka. Mibeko nazwaki na OCC pe tozosala yango na ndenge ya kitoko mingi ezali te biloko mabe ekota na mboka ote. Ata oza commerçant oza na puissance financière ndenge nini. Soki 40 tonnes na yo ya biloko eza mbisa kopola. Lokola tilapia otokangaki na kasumbale sa to détruire yango owana kutu koya na kutu ko négocier na ngai te bayibi yango très bien, ça ne se négocie pas. Santé à la population yami balé ata aux organismes internationaux lokola pa meri na biloko na awa 140 conteneurs et na 2 semaines d'inspiration il y a délai à consommation to ko sango na Congo te bana mboka to préférer bali ya oya bango basala awa que tu lis à 140, biloko za na 140 conteneurs, 140 tonnes pardon, oyo za na ba conteneurs wana. Donc tu pekisa ki yango. Merci. Bana mboka pe baza na kimia. Tango tozo signer ba accord na ba pays voisins, ba accord commercial, na ba mboka mususu. Ezali pona bolambo bana mboka. Tala. Ba accord na biso za na tina mibale, ya minene. Ya liboso ezali te droit de douane. Si vous avez une voiture na Uganda, vous avez une voiture na Uganda, vous avez na Congo, on fout à sous droit de douane. Ce que ça la na Uganda. Bisopé réciproquement. Si vous avez un droit de douane $5,000, on fout à les sous. Na lobby ba voiture et ça na Uganda, ils ont eu na pototé. Pour ça clair. Donc ce qui tu as na marmonyo sowana. Tala biloko yokita. Ce que ça la bilanga, au bord le ngulu, au bord le soso, ba un trans, ça dit biloko ko takana production na yo. Talo nango ekokita Zambie droit de douane ofuta lisusu te soki esalamaka na bapays africain. Donc mibeko wana esalami mpo na bana Congo ya suka mpo na likambo ya bakor wana makambo etali bambongo na biso ezokende na fraude eza makasi mpe ezokutola misolo na kesi ya leta bongo ebongi malamu lokola fraude esalama na ngambo ya pays wana na mpe ngambo na biso mpe mwa moke ebongi toyokana pour lisanga biso na ba structure en pays wana ezaba service à sécurité ezaba service à DGM ezaba service na biso ya eza douane to bunda lisanga na bamboka wana na ndenge te to arrêter fraude misolo ekota ebele na caisse à l'état ebikisa bana mboka. Merci monsieur le ministre du commerce extérieur pour votre cet entretien, pour votre contribution à l'édification de l'opinion publique. Alors, un petit dernier mot simplement, un message d'espoir, un tout petit peu, quelques secondes simplement. Non, la République démocratique du Congo, je dirais mieux notre économie, a toutes les capacités pour devenir une économie émergente. Le gouvernement, non seulement a inspiré des politiques, mais est déterminé à mettre en œuvre des politiques sectorielles qui permettent à notre pays d'être compétitif sur le plan africain et sur le plan international. Et donc, on n'a pas de raison de désespérer, au contraire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et merci aussi à vous, amis téléspectateurs. Vous nous avez suivis dans le cadre de la redevabilité du première année du gouvernement Sama Lukonde. Nous recevions le ministre du Commerce extérieur, M. Jean-Louis Mboussa, à qui j'ai dit d'ailleurs merci. Merci beaucoup de sa contribution. Et j'espère que le retrouver dans un prochain séjour pour une autre redevabilité. Merci. Merci. On est disponible. Merci. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.